Take-off. Press 7. 80 knots. Check. Air France de Tango, bonsoir, devant votre droit, niveau 08, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de Go par l'attend Air France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, ça y est, le chat s'énerve, ils sont chauds les amis, soyez les bienvenus dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette année 2023, qu'elle soit sous le signe des vols, de l'aéronautique, de la sécurité des vols évidemment. Soyez les bienvenus sur la chaîne à toutes celles et ceux qui arrivent. Il y a des nouveaux d'ailleurs, je vois des pseudos que j'avais encore pas vus. Bienvenue à Faca30 qui vient de suivre la chaîne. Bienvenue dans la zone, installe-toi, tâche ta ceinture. Skyflyer Aviation, bonsoir. Fingergold04, Fred, salut Fred. Qui est-ce qu'on a encore? Joe Brable qui est arrivé aussi cette semaine. Bienvenue Christophe 875, Zex9. Bref, il y a du monde. Il y a du monde. Bah, écoutez, on est très contents de vous recevoir. Nos invités sont là. On va parler du sujet qui nous concerne tout à l'heure. Et avant toute chose, je vous rappelle que si vous désirez connaître les sujets de la zone aéro, c'est très simple. Ça se passe sur le Discord de l'émission et je vais vous mettre le lien qui s'affiche ici sur le chat. Vous cliquez sur le lien, vous rejoignez le Discord et vous aurez l'intégralité des activités qui sont prévues sur la chaîne. Je vous rappelle aussi, alors je vais déjà souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints depuis quelques jours. Alors je ne vais pas remonter très loin parce que ça va faire beaucoup de monde. Alors on a Joe Brable, on a Aerosim 976, Estuelza, Nico 3074, Betouanel, on a Ninjardin, on a Yves qui a créé son compte et qui est avec nous ce soir, ça tombe bien. Hugo Bombo, mon petit PC, Echo Julie Papa, Loulou 300359, Aircross BZR, GL Visage, bref, il y a du monde. Il y a du monde qui a suivi, ça nous fait plaisir. Et Karl BCX qui vient d'arriver, bonsoir, bienvenue. Donc merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Je vous rappelle que si vous voulez suivre et soutenir le programme, il y a deux manières. La première manière, vous suivez ça tranquillement. Vous allez voir peut-être que pendant la diffusion, vous aurez une page de publicité déclenchée par Twitch. Vous restez et c'est une manière de soutenir la chaîne. Et puis si vous voulez pas de publicité, vous prenez un abonnement. Ça coûte 2 cafés. Pour faire simple, ça coûte 3 €. Et pour 3 € pour 30 jours, vous avez plus de pub. À vous de choisir dans quel camp vous vous placez. Voilà, concernant le programme, on le détaillera en fin d'émission et je vous propose tout de suite, si tout le monde est prêt, de déposer ensemble le plan de vol de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? On va le voir tout de suite, c'est parti. Et donc, dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. Je le fais apparaître ici, voilà, il est là. Donc, actualité du terminal, 4 petites news, on va en parler ensemble dans quelques instants. On va ensuite aborder le sujet de ce soir. Nous recevons Yves et Patricia qui sont là et on va discuter avec eux de l'accident qui s'est passé avec un des avions de l'Aéroclub, un DR400 à Béziers. Et on va faire une sorte de débriefing. Vous pourrez poser vos questions si vous voulez savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer un accident comme ça. On va le détailler. N'hésitez pas à le faire dans le chat et on relaiera vos questions. On essaiera d'y répondre le plus précisément possible, comme d'habitude, bien évidemment. Et puis, en fin d'émission, la traditionnelle question, remise de gaz, foire aux questions, où vous aurez 5-10 minutes pour poser toutes les questions que vous voulez, soit sur l'émission, soit d'un point de vue plus général, sur le programme ou tout ce que vous voulez. Ça sera les 5 dernières minutes de la zone aéro du jour. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va tout de suite passer à la première séquence, l'actualité du terminal. Et on est parti pour l'actualité du terminal. Et je vais faire apparaître quand même
le petit picto, parce qu'il n'y a pas de raison. Par contre, je ne sais plus où il est, c'est pas grave. Hop, incruste, si, il doit être ici, je crois. Voilà, on est bon. Alors, l'actualité du terminal, et on démarre ce soir par, vous reconnaissez peut-être l'avion, c'est un 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines qui s'était crashé en 2019. Et donc évidemment, il y a eu une enquête, et le BEA, le Bureau d'enquête et analyse, avait été, pas mandaté, mais réquisitionné, on peut dire, par les autorités éthiopiennes qui avaient demandé justement à ce que les Français participent, et les Américains aussi, à l'établissement de l'enquête. Et aujourd'hui, le BEA et le NTSB formulent quelques critiques concernant le rapport final qui est sorti de ce crash, notamment pour une non prise en compte, en tout cas de manière assez peu suffisante, du facteur humain, c'est-à-dire très exactement de la réaction de l'équipage face aux problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc le rapport est sorti le 23 décembre dernier, donc vous voyez c'est un peu tout frais, et tout de suite les premiers commentaires sont sortis, et en premier lieu les Américains qui ont dit attention, là vous êtes bien gentils, mais vous êtes en train de traiter un problème matériel, il y a sûrement des choses qui sont passées dans le cockpit, elles ne sont pas suffisamment mises en avant. Et bien les Français ont dit la même chose, manque d'analyse de la performance de l'équipage, et sa contribution au scénario qui a emmené à l'accident. L'objectif, c'est de dégager tous les enseignements possibles qui vont dans le sens de la sécurité, évidemment, et de pouvoir les généraliser ensuite, au-delà du simple problème de MCAS que les pilotes ont rencontré. Et bienvenue à Oncle Fernand et à Air Connection qui viennent d'arriver sur le chat. Soyez les bienvenus. Voilà pour la première info. La deuxième info, c'est sur la petite photo, vous voyez, c'est un avion électrique. C'est la création par les Américains d'une nouvelle course qui s'appelle le Pulitzer Air Race, qui a été créée tout simplement pour promouvoir l'aviation électrique aux USA. Donc ils se sont dit, on va créer une sorte de course, et cette course aura lieu du 22 au 25 mai 2023 prochain, avec 25 équipes qui vont être engagées. Les avions donc, qui participeront sont des avions 100% électriques. Ils seront uniquement propulsés soit par une batterie, soit par des piles à hydrogène, soit par le soleil. On a le choix. Et ce ne seront pas des ULM, il faut qu'ils soient catégorisés avions. Alors, il faut savoir que ce prix Pulitzer existait dans les années 20 et il était destiné à encourager l'évolution, les progrès aéronautiques. Et donc, il a été repris pour adapter ça et faire la même chose avec l'aviation électrique, on va dire. Le principe, c'est parcourir 1000 nautiques, environ donc 1800 km. Ces 1000 nautiques vont être parcourus entre l'aéroport de Epley dans le Nebraska et Dave County en Caroline du Nord. Donc vous regarderez sur les cartes, ça fait à peu près 1000 nautiques. Et l'objectif, ce sera de le parcourir sur une fenêtre de 4 jours. Évidemment, il faudra le faire le plus vite possible. Les droits d'inscription étaient de 1 500 $, donc c'était quand même pas donné. Malgré tout, et malgré toutes ces contraintes, mais les droits d'inscription un peu élevés et les contraintes techniques qui sont demandées aux équipages, et bien très rapidement, 25 équipes ont pu s'inscrire. Voilà. Donc, à noter, et je crois qu'il y a un partenariat avec un site qui va relayer justement la position des avions en temps réel pendant les 4 jours, donc on pourra suivre ça quasiment en live. Voilà, donc retenez ça, le Pulitzer Air Race avec le petit logo que vous avez sur la gauche de l'écran. Voilà. Oulala, ça va faire peur à certains, ça, sûrement. Les anciens qui ont eu peur que les batteries explosent. Ah bah oui. Mais on va voir ce que ça donne justement. En même temps, ça peut être une bonne expérience de voir un petit peu comment ces avions-là se comportent sur une utilisation intensive en 4 jours comme ça. À voir. On continue avec la troisième petite news du soir et on va faire un petit zoom sur la compagnie Ryanair qui bat des records, on peut le dire, avec une augmentation du trafic fin 2022 qui n'a jamais été connue puisque augmentation du trafic de 121%. Soit 160,4 millions de passagers transportés. Et si on rapporte ça, c'est une augmentation qui n'avait pas été vue depuis 2019, donc avant le Covid.
Le coefficient d'occupation des avions en moyenne sur tous ces vols-là est de 92%, ce qui est plutôt joli. Et ça représente, par rapport à 2021, plus de 1% d'augmentation en occupation des avions. L'estimation, puisque ça, ce sont les chiffres qui vont jusqu'au mois de décembre, or leur exercice finit normalement en mars, dans 3 mois. L'estimation, c'est 165 millions de passagers d'ici mars 2023. Donc ce qui ferait un record, puisque le record précédent, c'était 149 millions. Donc ils ont explosé des chiffres. Et sachez que en décembre dernier, décembre 2022, on était sur 11,5 millions de passagers transportés sur 65 500 vols. Et ça représentait déjà plus de 21% d'augmentation par rapport à décembre 2021 et plus de 3% sur décembre avant le Covid. Donc on peut dire que là, Ryanair, il dégage du chiffre, c'est sûr. Voilà, donc bon cru 2022 pour la compagnie. Et puis enfin, la dernière petite news du soir, c'est la compagnie Qantas qui est un peu sous le feu des projecteurs, puisque deuxième déroutement d'A380 en 2 semaines. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de dire une situation un peu classique. Beaucoup de passagers dans l'avion, quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui est malade, et du coup, déroutement d'un vol qui allait de Sydney jusqu'à Londres, qui s'est dérouté, et donc qui s'est posé à Athènes. L'avion était au-dessus de la Roumanie, déroutement posé à Athènes, et prise en charge du malade par le personnel de cabine, puis ensuite par les secours. Donc il y a eu un massage cardiaque qui a été mise en place dans l'avion, et la personne a pu être sauvée. Et puis l'avion, après, a repris en charge les passagers pour pouvoir les rapatrier sur Londres. Il y avait déjà eu le cas, le 22 décembre dernier, sur le même vol qui faisait Sydney jusqu'à Londres. Par contre, il avait été dérouté, lui, en Azerbaïdjan, suite à une fausse alarme d'incendie dans la soute. Voilà, donc tout avait été mis en place et on s'était rendu compte que voilà, c'était une fausse alarme. Voilà, mais c'est pas anodin, puisque voilà, même avion, même vol, 2 déroutements pour la même compagnie. Voilà pour l'anecdote du soir. Il faut une sacrée rallonge, plus que celle pour l'appareil à raclette. Ah bah oui, pour les avions électriques, certainement. Et bonsoir, Fapom71. Est-ce que beaucoup d'A380 revolent? Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'A380 qui sont en vol et qui vont être mis en vol, notamment au niveau des Émirats. Voilà. Puisque principalement, ils sont là-bas. Y a-t-il des défibrillateurs automatiques portables dans les avions? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Et puis, ce qu'on va faire, puisque là, on vient de terminer la petite rubrique actualité de ce soir, c'est retrouver nos invités. On va lancer la séquence au sol et en vol. Et on va retrouver nos invités pour parler de l'accident du R400 qui s'est passé à Béziers. On lance le jingle et on se retrouve tout de suite. Posez vos questions si vous en avez. Hop, et on va retrouver nos invités de ce soir que vous voyez ici, là. Hop, tac, voilà, dans le haut. Hop, évidemment, on va passer en grand, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà. Et on va afficher aussi, puisqu'il est avec nous, notre ami Nico qui est là. Salut Nicolas. Nico qui est dans le nord. Je déconnecte le micro et c'est bon, c'est connecté. Vous m'entendez? Eh bien, très bien Nico. Je suis en direct du nord, là où il pleut beaucoup. J'ai les nuages aussi au niveau du nez, donc tout va bien. Ah d'accord, bon, très bien. Je ne vois pas mon écran, mais bon, je vous entends, c'est le principal. Eh bien, c'est parfait. Allez, bonsoir à tous et puis bonne année à tous ceux qui nous regardent, hein, et puis à tous ceux qui sont présents dans le studio, quoi, du coup. Merci. Merci. Eh ben, bienvenue Patricia, bienvenue Yves. Soyez les bienvenus donc, dans la zone aéro. Merci pour votre présence. Puisqu'on va aborder un petit sujet local, entre guillemets, puisque maintenant tout le monde sait que les studios sont du côté de Nîmes. Voilà. Hello Yves et Patricia, Florian qui vous suit. Ah. Voilà. FA430, c'est lui. C'est lui, d'accord. On se demandait qui était FA430. Eh ben, c'est bon, on a la réponse. Hop, voilà. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter
Vous allez le faire sûrement mieux que moi et puis on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Ben, Patricia Vincent, moi je suis instructeur bénévole à l'aéroclub du Gard. Donc voilà, je prends en charge en général 2-3 élèves et j'aime bien partir du départ et les amener jusqu'au brevet. D'accord. Alors, tu sais qu'on a déjà parlé de toi dans la zone aéro. Ah bon. Ouais. Puisqu'il me semble que tu faisais ou tu fais toujours partie de l'organisation du Tour de France aérien des jeunes pilotes. Oui, oui. Et on a eu un pilote de 737 qui nous a dit, eh ben moi, j'ai eu l'occasion de voler une fois avec Patricia. Et il est aujourd'hui chez Transavia. C'est Romain Renoir. Je ne sais pas si ça te parle. J'ai un certain nombre de pilotes de ligne à mon actif. Voilà. Donc depuis le temps que je fais l'instruction, voilà. On en a parlé la dernière fois, justement. Et Nico qui applaudit. Yves? Oui, ben moi je suis le président de l'aéroclub du Gard. Je fais partie du comité de direction de l'aéroclub depuis une quinzaine d'années maintenant. L'aéroclub du Gard, c'est à peu près 160 pilotes. Au moment de l'accident, on avait 7 aéronefs en utilisation, donc 6 avions et un ULM. Voilà, et donc bon, c'est un aéroclub qui a une belle expansion, qui aujourd'hui présente quand même beaucoup de particularités, hein, notamment sur la qualité de l'enseignement qui est fait. Et on travaille beaucoup sur des préparations et des futurs professionnels, même en tant qu'aéroclub. Voilà. Ok. Et donc la réduction de la flotte, c'est dû à l'accident Essentiellement, oui. Ah oui, d'accord. On n'a pas encore remplacé l'hôtel Lima. Nous avons eu une solution de repli avec un avion de location là, cet été. Mais voilà, on est sur des questionnements, sur le profil, etc. Oui, ok, ça marche. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer en affichant, ou peut-être plus simplement de résumer un petit peu ce qui s'est passé. On va mettre les photos en arrière-plan, comme ça au moins tout le monde pourra voir et comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça. On va intégrer les petites caméras, comme ça on se voit tous. D'accord. Alors, que s'est-il passé ce fameux jour? Un beau dimanche de mai ou juin, je ne sais plus. J'avais 2 élèves qui terminaient leur formation PPL. Ce sont 2 élèves qui veulent ensuite poursuivre pour devenir pilote de ligne. Donc, comme ils étaient du même niveau, on a organisé une navigation qui allait de Courbessac à Béziers. Et retour. Un des élèves faisait l'aller, l'autre faisait le retour. Donc on a fait, avec Alexiane, on a fait l'aller. On a fait une petite pause, il faisait chaud, on a déjeuné un peu, et puis on a décidé au bout d'1 heure de repartir. Donc on a demandé l'autorisation de rouler, on a eu l'autorisation d'aller jusqu'au point d'attente. Ouais. Alors, le point d'attente, on va le montrer en même temps, il est ici. Hein, le point d'attente si alpha, voilà, parce qu'il y en a plusieurs. Ce point d'attente permet de redécoller sans avoir à remonter la piste pour nous. Oui. Hop. Voilà. Je pense qu'on va le voir. Voilà, ça va être ici. Voilà. Donc il y avait un autre avion devant nous, qui est un avion, je crois, de l'aéroclub de Béziers. Oui. Et qui, donc on le voit ici. Et qui ressemble terriblement au nôtre, les mêmes couleurs, voilà. Et donc, bon, nous, on avait notion qu'il y avait un avion devant nous. On s'est arrêté au point d'attente parce que lui, il s'était déjà aligné et il était prêt à décoller. J'ai entendu le Beech 18 qui demandait à rouler. Alors, le pilote faisait la phraséologie en anglais. D'accord. Donc le Beech 18, c'est celui-là. Hein. C'est le gros avion qui est là, qui a 2 moteurs. Voilà. J'ai entendu qu'elle l'autorisait à rouler au point alpha. Et puis, nous, on attendait pour s'aligner, décoller. Quand on a été percuté par le Beech 18, qu'on ne pouvait absolument pas voir là où on était. Il était derrière nous. Ouais, donc vous étiez ici, voilà. Et donc le Beech 18 lui arrivait comme ça. Voilà. D'accord. Oui, donc forcément, et derrière, on ne pouvait pas le voir. Donc le résultat, c'est ça. Oui. Voilà. Donc forcément, ça vole moins bien.
Ben, on a décidé qu'on ne Effectivement. rentrait pas avec le soir. Voilà, tout simplement. Et comment ça s'est passé de l'intérieur, justement Alors de l'intérieur, ça n'a pas duré très longtemps. Le manche est devenu complètement fou dans l'avion. Il a tapé dans tous les sens. Oui. Moi, j'ai senti l'avion se soulever et partir vers la droite. Je me suis dit, l'hélice va toucher là. En fait, elle n'a pas touché. Et puis, ça s'est arrêté. Donc, quand ça s'est arrêté, j'ai dit à mes élèves, on coupe tout, on sort. On va réfléchir dehors, Oui. parce qu'on n'avait pas compris. Si, il y avait des éclats de bois qui volaient partout autour. C'était assez étonnant. Ça a duré quoi, 15 secondes, 30 secondes peut-être. C'était très, très rapide. Et puis voilà, quand on est sorti, quand on sort d'un robin, on se retourne pour sortir. Donc là, j'ai compris Ouais. ce qui s'était passé. Et lui, il avait coupé ses moteurs? Ouais. D'accord. Ouais. Oui, donc Enfin, tout il a été avait- assez réactif ouais, en fait. Ouais, il avait coupé ses moteurs. D'accord. Il est venu aussitôt nous voir, nous demander si ça allait, etc. Mais lui, il ne nous avait vraiment pas vus, puisque quand il a percuté, il a demandé à la contrôleuse qu'est-ce qui se passait. Ah oui. Même lui, il n'avait pas compris ce qui se passait. Ouais, il n'avait pas vu l'avion, et c'est vrai que si on voit que le pilote est ici, on peut se douter Surtout avec le que- Néo. Quand on voit là où il était au parking, il est allé en biais, c'est-à-dire que vraiment, il ne voyait pas. Ouais, l'avion était complètement masqué, c'était un angle Voilà, mort. Voilà. tout à fait. D'accord. Et le truc, c'est que lui avait compris qu'il y avait un Robin devant lui. En fait, il y en avait deux. Donc, il a vu l'autre Robin décoller. Donc, il a pensé qu'il n'y avait plus d'avion. Parce qu'il nous a dit, moi, jamais je roule tout droit. Je roule toujours en travers pour regarder, puisque je vois rien Ouais. devant. Mais là, lui, il a compris un seul avion. Donc, quand il l'a vu décoller, il a pensé qu'il n'y avait plus personne au point d'attente. Ok, donc il n'a pas vérifié. Non. Ok. Oui, c'est ça, c'est ce que dit Fred. Le nez étant très avancé, donc du 18, cache la visibilité du pilote aussi. Oui. On est monté dans l'avion, nous après dans son avion. Effectivement, il ne voit rien. Il était vraiment désolé. Il était désolé et ravi qu'on n'ait rien. Oui, Ça, il disait, regardez, j'ai le sourire parce que je suis désolée pour votre avion, mais au moins vous n'avez rien, quoi. Quand on voit sur l'avion les dernières traces des pattes d'hélice, Oui. voilà, on Oui. voit qu'il n'est pas très loin de ma petite passagère à l'arrière. ouais, elles sont là. Hein. Je Ouais. pense que c'est les deux Voilà. trous qu'on voit sur le Voilà. côté Tout à du fait. fuselage. Hein. Donc là, ça a touché, ouais, d'accord. Oui, et puis effectivement, le DR400 est un avion en bois et en toile. Là, on le voit évidemment, avec des câbles. Et c'est peut-être aussi ça qui a Et fait puis que... les Tout à câbles fait. passent dans des tubes métalliques, etc. Donc évidemment, quand ça a cassé, Ouais. ça donnait des vibrations, vraiment plus que des vibrations. Je pense que ça a même un peu cassé des instruments sur le tableau de bord. Oui, il y a un manche Ah oui. le manche a tellement tapé fort sur le tableau de bord qu'on a eu un compteur, nous c'est un compteur, oui, de la Les- pression les- d'huile qui a été cassé Ah oui, parce d'accord. que la pression du manche est venue taper violemment dessus. Tout Ok. ça, c'est la traction des commandes et des câbles lors de Après, on s'est du demandé choc. si le fait que les statiques, mais je crois que les statiques, ça avait pu donner une pression importante dans les statiques et aussi. Il y avait Ah oui. des. Ah oui, au moment de l'impact. Les verres des instruments avaient cassé, quoi. Ah oui. Ah oui. Et c'est vrai qu'ils sont plus fragilisés pour pouvoir les casser justement en cas de panne de statique. Tout à fait. oui. Vraiment en cas d'extrême limite. Ouais, donc pas de vision de ça de 10 mètres lors du roulage. Il y a des questions qui arrivent. Hop, d'ailleurs, hop, je vais remonter ici. Voilà. Et j'ai vu justement Skyflyer qui disait « Je n'ose pas imaginer les conséquences si le réservoir du Robin avait pris feu ». Oui. Et FreeFlight 30, notre ami Eric qui est là, qui nous dit « Le réservoir est sous le siège de la banquette arrière, c'est passé à 2 mètres près ». Vous y avez pensé au moment où… Ah non, on n'a pensé à rien, nous, sur le moment. Nous, on est descendus de l'avion. Il y avait des pompiers. Oui, et puis, notre mécano nous a expliqué que les câbles passaient vraiment très proches du réservoir et que ça aurait pu... sectionner le réservoir. Ouais. Oui. D'accord. Vu la traction qui a été très forte, il y aurait pu y avoir une rupture du guide qui se trouve au-dessus du réservoir. Ouais. Et donc le câble aurait pu effectivement couper le réservoir et on aurait Et eu ça un- aurait pu fuir. ouais. D'accord. Ok.
Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Alors justement, bonne question de Joe Brabble qui dit est-ce que le BEA enquêtait sur cet accident? Oui, il a même rendu son rapport. Alors comment ça s'est passé justement après l'accident? Après l'accident, les pompiers sont arrivés aussitôt, hein, c'est un gros aéroport. Ils ont appelé la gendarmerie locale qui, elle, a contacté la BGTA. Oui. Donc, qui sont à Montpellier et qui ont dû mettre... tu étais déjà là quand ils sont arrivés, peut-être 2 heures à venir. Ah oui, c'était un dimanche, voilà. Ah oui, il faut dire pas de blessés, peut-être qu'ils prennent un peu plus le temps. Et c'est pas ce jour-là qu'il y avait le grave accident. Il y avait un grave accident en Beldon. Dans les Alpes. Donc, ah oui, d'accord. Donc il y avait déjà une mobilisation des moyens d'enquête qui étaient délocalisés. Ah, oui. Donc on pense que c'est ce qui explique un peu le retard. Hein, parce que c'est vrai que... Moi j'ai eu le temps d'aller sur Béziers. J'ai eu le temps de prévenir Yves et il faut que tu viennes nous chercher là, parce que... On ne va pas ramener l'avion. D'accord. Donc, taxi VIP. Voilà. Oui. Ils sont arrivés tard. Après, ils ont été adorables, hein, charmants. Ils ont pris les renseignements, ils ont regardé, alors épluché tous les papiers de l'avion, mes papiers à moi, etc. Ils sont revenus 2 jours après à Courbessac pour nous réinterroger tous les 3. Je pense qu'ils voulaient savoir si on avait... vécu la même chose. Oui. Voilà. Après, ils sont restés plus longtemps après avec le pilote suisse. Donc, puis nous, on est repartis. Mais il était déjà 18h ou 19h. Oui, au moins, oui. Et l'accident s'est produit en début d'après-midi? Début d'après-midi, oui. Et les pompiers, donc justement, sont intervenus. Eux, ils étaient sur place, donc ça a été c'était rapide. Mais tu as une photo là qui montre les pompiers parce que non, j'ai que ces 2 photos-là. En fait, j'ai les photos, tout simplement les photos du rapport. Il aurait fallu me demander. Ah d'accord. Eh bien, on pourra les mettre sur le Discord. Justement, ça donnera l'occasion à nos spectateurs d'aller voir le Discord et on pourra les rajouter dessus, avec plaisir. Voilà, on a quand même dérouté, je crois, 2 ou 3 Ryanair. Tout à fait. Ah oui. Parce qu'en fait, le Ryanair ne peut accéder au parking que par le point alpha. Que par celui-là, donc il ne pouvait pas... voilà. Oui, sachant qu'il y en a un autre ici, on le voit, alors je ne sais pas si vous voyez avec la petite croix, si, voilà, ici, il y en a un là, donc le principal c'est celui-là, et il y en a un autre plus loin. Voilà, ne peut dégager que par là. Donc il ne pouvait pas dégager tant que la BGTA n'avait pas fait son enquête, pris des photos et donné l'autorisation d'enlever l'épave. Ok. Et du coup, comment l'épave est enlevée? C'est une grue qui vient? Comment ça se passe? Ou vous l'avez poussé à la main? Ça a été poussé à la main. Il y avait un petit chariot pour il y avait un petit chariot pour soulager les roues qui n'étaient pas plus dans l'axe. À part l'arrière de l'avion, il va bien l'avion. L'hélice n'a pas touché, rien. Oui, d'accord. Les trains n'ont pas souffert. Voilà. Ok. Et alors cet avion, du coup, il a été rapatrié ensuite cet avion, il a d'abord été déposé localement sur une aire de parking, de stationnement. Et puis, donc on a d'abord attendu parce qu'il s'avère que juridiquement, dans un accident comme celui-ci, l'avion devient automatiquement propriété de l'assurance. Ah oui, l'épave devient automatiquement propriété de l'assurance. Donc on n'avait pas le droit, nous, d'aller le récupérer, le démonter, etc., tant que l'assurance n'avait pas donné son feu vert. D'accord, ok. Mais oui, c'est vrai que toute l'équipe des pompiers et des secours, là, qui ont été vraiment, moi j'ai trouvé assez exceptionnel dans l'accompagnement de la problématique, ont déplacé l'avion, ce qu'il en restait, sur une aire de parking qui était disponible, qui a été rendue disponible par l'aéroport. D'accord, ok. Et petite question toute bête, parce que c'est un dimanche, c'est peut-être ça, mais pourquoi ne pas être venu directement avec le mécanicien ou non, ça se fait pas, c'est pas de coutume ou d'usage de... Alors d'abord... Ne serait-ce que pour donner un avis technique sur... L'avis technique, il ne valait plus l'avion. Oui, mais je veux dire, il va pas être interrogé, lui, dans le cadre de l'enquête, en disant, on va vérifier aussi avec le mécanicien que ça a été fait après. Ça a été fait après, c'est-à-dire que l'assurance nous a demandé l'intégralité du suivi
technique de l'avion, Ouais. les contrôles, les visites, etc. Il faut savoir si déjà l'avion était en conformité par rapport au vol. Donc tout ça, ça a été fait le lendemain, le lundi matin. Et le lundi matin, parce que notre mécanicien, nous avons un atelier agréé à l'Aéroclub du Gard, et donc notre mécanicien travaille du lundi au vendredi. Donc lundi matin, on est retourné à Béziers avec lui pour voir. On sait aussi, on y est allé avec quelqu'un de la société Aerowood, qui est juste à côté de chez nous, qui est aussi un atelier de maintenance, pour avoir 2 avis complémentaires. Oui. Et donc on y est allé pour faire un premier état des lieux, je dirais, au niveau de la machine. La sécuriser aussi, parce que le problème, c'est qu'il y avait les radios, il y avait tout un tas de matériel coûteux voilà, qu'il fallait protéger aussi vis-à-vis des intempéries éventuelles. L'avion a été bâché complètement, protégé et bâché complètement. Et puis là, on n'a pas pu toucher plus que ça à l'avion, tout simplement parce qu'il fallait attendre que l'expert vienne expertiser la machine avant qu'on puisse en faire quoi que ce soit. Ok. Ça a pris du temps d'ailleurs, non? Ça a pris du temps, oui, parce parce que tous les experts étaient un peu mobilisés sur des problématiques, notamment dans Beldon et autres. Et du coup, on a mis 3-4 jours pour avoir un expert disponible, quoi. D'accord. Ok. Nico, si tu peux nous faire une petite intervention à chaud là, sur ce que tu as vu, ou si ça te rappelle des expériences? Oui, alors ça a été coupé un peu, là. Il y a un petit problème de connexion, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. Oui. Oui, effectivement, en fait, c'est un accident qui est déjà arrivé en fait à l'époque à l'aéroclub où j'étais instructeur. Bon, moi, c'était pas moi qui étais dans l'avion, mais effectivement, il y a un HR200 qui était devant le hangar, garé devant le hangar, et il s'est fait hacher effectivement l'empennage par un Yak 18, train classique. D'accord. Et ben, donc c'est tout le problème des trains classiques en fait, c'est que ben il n'y a pas beaucoup de visibilité devant. Et donc là c'était pareil, il y avait bon, c'était un monomoteur, hein, donc il y avait le moteur devant le cockpit. Et le pilote n'a pas vu le HR200, et il est venu donc entamer effectivement. Et là pareil, il y avait des personnes dedans, quoi. Ouais. Donc là c'est un avion en métal, hein, l'arrière est en métal, donc pareil haché par l'hélice, quoi. Alors c'est la particularité il faut faire attention, hein, pour ceux qui auront la chance un jour peut-être de faire du Warbird ou de l'avion comme ça, du train classique, en fait. Il faut faire très attention parce que la visibilité, elle est très très mauvaise. Je ne sais pas si vous voyez un peu le Corsair de Poppy Boynton, hein. Alors déjà, à l'origine, l'avion, le cockpit était bien en avant, et ils ont mis un réservoir à la place du cockpit, et donc du coup, ils ont reculé le cockpit. Donc c'est-à-dire que le pilote, en plus, il voyait moins bien parce qu'il y avait un grand nez avec le moteur devant lui. Et si vous avez déjà regardé des films de la Deuxième Guerre mondiale, on voit des avions, des Mustangs, des Corsair taxiés pour aller décoller. On les voit très bien. Alors, il y a 2 solutions, hein. Soit ils zigzaguent sur le taxiway pour avoir une vue à droite, à gauche. Ou alors, souvent, vous pouvez voir aussi qu'il y avait un mécanicien qui s'asseyait sur l'aile et qui accompagnait donc le pilote et lui faisait des signes comme ça pour dire d'aller tout droit en étant assis sur l'aile, quoi, et ils allaient taxier comme ça jusqu'au pas d'attente des pistes. Voilà. Donc voilà, c'est pas un accident on va dire unique, hein, ça peut arriver, hein, ça peut arriver et ça peut encore arriver, donc attention. Attention. Après c'est vrai que quand on est dedans, quand ça arrive, là, à mon avis, vous avez même pas eu une idée de ce qui a pu se passer, en fait. Il devait y avoir du... Mais ça a duré tellement peu de temps que, voilà, j'ai entendu la petite derrière qui me disait qu'est-ce qui se passe. Et puis voilà, puis nous, on a pensé à sortir de l'avion, on voyait bien qu'il y avait un gros problème, donc on a coupé les contacts, les magnétos, l'essence, et je leur ai dit on sort de l'avion. Et comment ils ont vécu ça, du coup, les stagiaires? Alors, bon, sur le moment, quand même, un peu choquant. Ils ont eu besoin de téléphoner à leur famille. Ah. Alors que bon, rien n'était connu, hein, donc la petite, elle venait de Nouvelle-Calédonie, donc elle était relativement seule en France. Jules est d'une famille aéronautique, son père a un avion, donc il n'y a pas de problème. Bon, ils étaient un peu énervés, quoi, un peu, voilà. Et après,
Par contre, ça n'a Je vraiment comprends, pas ouais. porté conséquence. Ils ont tous les deux passé leur brevet de leur PPL. Jules, lui, il est en formation là actuellement à Garon, je crois. Il fait Une un BTS. DET de maintenance aéronautique. La ou Oui. BTS comme ça. sur Garon. D'accord. Et En deuxième Alexiane, là, c'était la course parce qu'elle, elle est à Tours. C'est D'accord. Mermoz. Oui, C'est Mermoz, à voilà. Napa, ouais. Voilà, elle est en ATPL à Mermoz. D'accord. Ah oui, donc ils étaient en plus pressés par le temps et pendant la formation. Et bienvenue, Pilot JF qui vient d'arriver, qui vient de follow la chaîne. Bravo. Oui, donc 2 futurs professionnels et oui, Voilà. quelque Alors- part, on va dire pédagogiquement, c'est bien qu'ils aient aussi connu ça. Oui. Ils sont jeunes, hein, donc voilà, je sais pas, on se pose moins de questions. On peut se faire percuter en voiture. Oui. Voilà. Dans cet accident, c'est le fait que nous, on n'aurait rien pu faire. Oui, c'est ça. Voilà. On est était impuissant devant la totalement situation. passif, on a subi. Oui. Voilà. Parce que quand je suis descendue de l'avion, je l'ai dit au pilote suisse, mais vous m'avez détruit mon avion. Et il me dit, mais moi, j'avais jamais détruit d'avion. Ce pilote suisse, c'était vraiment charmant. Ce Beech 18, il l'a fait dépendre d'un musée. Il était pendu dans un musée, il ne volait plus. Et il l'a fait dépendre et avec des amis pendant 4 ans, il l'a fait revoler. D'accord. Donc voilà, c'était un passionné d'aviation aussi. Hein. Eh ben super, c'est aussi bien que des gens se comportent comme ça face Voilà. à une situation quand même critique. Et bon, il parlait pas beaucoup français, il parlait surtout anglais. Je pense que c'est vraiment une des raisons de l'accident. Il nous disait toujours, je suis tellement content, vous n'ayez rien. Oui. Vous n'avez rien. D'accord. Et merci à Pilot JF qui vient de prendre un abonnement à la chaîne. Ça nous soutient beaucoup. Merci à toi. Il y a quelques questions. Une première de Fapom71 qui dit, compte tenu de l'important angle mort sur ce type d'avion, pas de caméra embarquée à l'image de camions ou de certains engins de chantier. C'est une question qu'on pourrait se poser. C'est une excellente idée, ça, oui. Pourquoi pas. Et puis, eh ben voilà, Air Connection qui nous dit il doit y avoir eu un problème de communication dans cette histoire. Donc, Ouais. est-ce qu'effectivement, on s'oriente Moi, sur cette piste-là? je pense. Hein. Je pense. La contrôleuse a été auditionnée aussi. Hein. Pour moi, il comprenait pas bien le français. Moi, j'ai entendu qu'il demandait le roulage. Je comprends les bases. Et il n'a pas compris qu'il y avait 2 avions. Et donc, quand vous êtes vu tout de suite après l'accident, vous avez parlé en anglais Ouais. directement? Ouais, D'accord. surtout. Voilà, il baragouine un peu le français, moi je baragouine un peu l'anglais, donc on a passé l'après-midi ensemble. Donc tout le monde se comprend. Ouais. Oui. D'accord. La tour aurait-elle pu agir pour éviter cet accident? Nous demande FACA30. Je ne porterai pas de jugement là-dessus. Elle a été auditionnelle, elle a dit qu'elle était... Normalement, ils sont responsables de la prévention des abordages. Après, Oui. elle a dit, moi, je ne peux pas savoir qu'il ne voit rien à l'avant de son avion. Et le pilote, il est quand même responsable aussi de la prévention des abordages. Je crois qu'elle était occupée aussi avec autre chose. Je ne sais pas si elle aurait pu le prévoir. Je ne sais pas, honnêtement. Voyons 2 avions rouler, penser qu'il y en a un qui ne va pas s'arrêter. Oui. Ah, ouais. On ne peut pas Oui, deviner c'est ce que difficile. fait le pilote. Hein, voilà. Oui, on n'est pas à la place du pilote en plus pour voir effectivement ce Voilà. s'il arrive à voir devant. Et merci Fapom71 pour l'abonnement offert au simulateur, le simulateur CO. Donc, on a parlé d'un souci de communication, d'un souci de vision, et finalement, on se rend compte que toutes ces petites choses qui Voilà. s'enchaînent, Voilà. mais c'est du facteur humain. C'est l'accident. Hein. L'accident, c'est toujours la loi de l'embêtement maximum. Oui. Et qui se passe en plus, évidemment, en plein sur le taxiway, qui force aussi des avions à dérouter, Voilà. etc. Donc, Fermeture de l'aérodrome, etc. Voilà. Mm. Voilà, Et D'ailleurs, je me demandais, l'avion de Béziers qui a décollé, il est allé se poser ailleurs, je suppose? je crois qu'il a été dérouté sur Montpellier, il me semble. Parce que l'aéroport a été fermé immédiatement. Et il y avait un déroutement qui était prévu, il me semble, sur Montpellier, de mémoire. D'accord. Ok. Le modèle de Alors, fromage suisse, justement. J'ai une petite, Oui, le cheesecake modèle. Oui, Nico.
Ouais, Seb, en fait, j'ai un ami qui s'est acheté un avion, un petit biplan bien sympathique, là, train classique. Et donc, il avait ce problème, effectivement, d'avoir une mauvaise visibilité devant. Et en fait, il a eu l'idée de mettre une mini caméra en dessous du nez, hein, derrière l'hélice, là, en dessous du nez, et un écran de contrôle dans son cockpit. En fait, il voit très bien devant par cette petite caméra, en fait. Comme une caméra de recul de voiture, sauf qu'il l'a mise devant. GoPro, Voilà. Oui, tout à fait. Ah ouais. Et une caméra comme une caméra de recul de voiture, mais mise à l'amont. D'accord. Voilà, donc c'était assez pratique. Il m'a dit que c'était assez pratique. Voilà. Et bien, Pilot JF qui demande justement est-ce qu'il a eu l'accord pour la modification par l'OSAC? Parce que c'est vrai que les modifications doivent être agréées en fait. Hein. Je sais parce que nous, quand on fait le Tour de France aérien, ils essayent de faire des films et de mettre des caméras sur les avions pour filmer. Et il y a des tas de clubs et de présidents qui ne veulent pas parce qu'il n'y a pas l'agrément pour fixer en bout d'aile ou sous le fuselage. On le fait quand même, mais avec l'accord. Hein. Je ne sais pas exactement réglementairement. Oui, c'est vrai que qu'on a peur que si elle se détache, elle risque d'abîmer un empennage ou un truc comme ça. Donc, et dans ce cas-là, est-ce que les assurances peuvent dire bah oui, mais attendez, vous avez fait une modification qui n'est pas prévue, donc c'est pour vous. Mais ne serait-ce que déjà le contrôle annuel qui est fait sur les aéronefs ne serait pas validé dans ce cas-là. Vous changez juste un allume-cigare ou vous modifiez, vous voulez additionner, ajouter un port USB sur un tableau de bord d'avion. C'est quelque chose qui demande toute une démarche administrative pour validation et pour que vous ayez le droit de le faire. Et ça prend combien de temps quand on met en place justement une demande de modif comme ça? Vous l'avez fait en fonction du type de modif, ça peut être... Ça peut être compliqué, hein, parce que si jamais ça ne tient pas, ça peut se détacher en vol. Autant mettre une GoPro dans l'avion, ça pose pas de problème. Mais comme on en voit en bout d'aile ou des choses comme ça... Méfiance. Mais oui, en plus, on va toucher la structure de l'avion pour la fixer, donc... je crois que c'est compliqué. Je crois qu'on n'en a pratiquement pas fait. Oui, Nico. Alors, pour préciser, l'avion dont je parlais, là, le biplan, c'est un CNRA, donc en fait, il peut le modifier un peu comme il veut. Il peut rajouter sans forcément un besoin d'autorisation du CDN ou quoi que ce soit. Voilà, donc pour faire la différence, pour expliquer un petit peu à ceux qui ne connaissent pas, le CDN, on va dire que c'est la certification globale des avions. Le CNRA, c'est quelque chose de plus particulier, de plus restreint, peut-être plus à la responsabilité du propriétaire. Tout à fait. Qui classent leur voilà, CNRA, en fait, c'est ceux qui courent propre avion. Un kit, par exemple, c'est un avion catégorie CNRA, donc c'est la responsabilité du propriétaire constructeur, en fait, et pas un avion qui a été certifié par un grand constructeur comme les Robins, ou etc. Oui, donc on peut voler d'ailleurs qu'en France avec. On ne peut pas aller, alors que les avions du club peuvent vous permettre d'aller en dehors de France. tout à fait, aussi, oui. Et vous le faites Oui, ça arrive. L'Espagne n'est pas loin. Voilà, on a un avion qui... L'Italie, enfin voilà. Voilà, l'Italie, le TB200 avait fait les îles grecques il y a 3 ans. Hein. L'Angleterre, fréquemment, l'Allemagne. Le DR400 est allé faire le Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Là, cette année. Cette année, oui. D'accord. Avec un équipage. Oui, ça fait déjà une bonne petite trotte. C'était l'aéropostale. Oui, c'est ça. Tout à fait. Free Flight 30 qui nous dit cela modifie le CDN et l'assurance peut se rétracter en cas d'accident. Tout à fait. L'idée de la caméra est très intéressante. Bon, et maintenant Yves, tu nous rachètes un DR401 tout neuf. Il y a des demandes qui arrivent sur le chat. On y réfléchit. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas trop souvent en Suisse. Saint-Louis du Sénégal, quel kiff. Voilà, écoutez... donc au niveau maintenant de la prise en charge, on va dire, du sinistre, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine qu'il doit y falloir des papiers à n'en plus finir dans ce genre de... Oui, il en faut beaucoup de patience, beaucoup de... au niveau de la démarche, déjà, ce qu'il faut savoir, la particularité qu'on a rencontrée nous sur ce problème, c'est que le pilote du Beech 18 a de suite cherché à nous épauler, à nous aider dans la démarche de reconstruction et de remplacement d'avions. Donc dès le départ,
en prenant déjà des nouvelles des pilotes. Oui, il n'a jamais essayé de dire j'ai eu un problème de frein ou quelque chose. Il a tout de suite dit j'ai fait une erreur. D'accord. Après, on était intellectuel. Hein. Voilà. Voilà. C'est un monsieur qui a des entreprises en Suisse Oui. Voilà. Après, deuxième chose, il a de suite, dès qu'il est rentré sur Zurich, il a de suite contacté sa compagnie d'assurance, leur demandant de prendre contact avec nous, et il a même été plus réactif que notre propre assurance. Parce que moi j'ai fait la déclaration, etc. Et son assurance m'a contacté, enfin son cabinet d'assurance m'a contacté le lendemain, plus rapidement que notre assurance, me demandant déjà toute une liste de documents, etc. pour faire avancer vite les choses. Hein. On sentait que la volonté c'était de pallier au plus vite à la privation qu'on avait d'activité avec cet avion. Oui. Donc ça c'était un premier point. Ça tombait mal au mois de mai-juin, là où on a le plus d'activité. On a 3 avions écoles, on perdra. C'était ça devient compliqué après. C'était difficile. Hein. Et donc voilà, ça a été le premier point. Alors après, il faut savoir que dans tous les cas d'accidents de ce type-là, là on a eu énormément de chance, il n'y avait pas de corporel. C'est vraiment une chance inouïe. La première chose que l'on a bien veillé à faire, c'est informer tous les membres du club, le CA déjà en priorité, mais tous les membres du club, pour leur donner une information juste. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une heure après l'accident, sur les réseaux sociaux, des avions qui survolaient la zone parce qu'ils allaient s'y poser, ils ont été donc repoussés. Oui. Faisaient des photos, les diffusaient, etc. Donc on a voulu de suite rassurer tout le monde et expliquer la situation. Donc on a fait un petit message à l'ensemble des membres de l'aéroclub pour leur expliquer un petit peu la situation. Et surtout, l'idée c'était de leur expliquer qu'il n'y avait aucune faute humaine a priori de notre côté de la part du club. Oui. Ça c'était aussi rassurant pour les membres en cours d'apprentissage, de pilotage, etc. Donc après, la deuxième démarche, ça a été effectivement le montage du dossier administratif. Alors là, on est mis à nu. Je dirais que l'intégralité des petits points de détail ont été revisités. Et, là, je salue le travail exemplaire que fait notre mécanicien au quotidien. Parce que c'est vrai qu'on a pu présenter des documents en bonne et due forme. Alors déjà, au niveau du statut des pilotes, des 2 élèves pilotes et puis de Patricia. Oui, donc ça, c'était le jour J où tout a été regardé. Et après, la BT est revenue nous auditionner au club 2 jours après. Ouais. Pour qu'on raconte encore la même chose. J'avoue que peut-être ils voulaient savoir si tout le monde avait vécu la chose de la même façon. Ou peut-être repenser des choses a posteriori. Voilà. Après, pour nous, c'était tellement simple, on ne faisait rien. Donc, Mais comme quoi, il est important, et je pense que ça intéressera aussi pas mal de monde sur le chat, de savoir qu'il faut maintenir ces documents à jour et de faire attention justement à ce que tout soit à jour, parce que c'est dans ces cas-là qu'il peut y avoir des problèmes. On se bagarre sérieux au club pour que ce soit fait, surveiller. Non, bien sûr. Comme avec toutes les assurances, s'ils peuvent ne pas payer, ils ne payent pas. Oui, c'est donc, ça. Il faut vraiment être carré, c'est sûr. Donc pour les pilotes et donc pour l'avion aussi. Voilà. Toute la partie assurance, pas de problème, mais toute la partie donc contrôle de navigabilité, mise à jour de tout ce qui était entretien, etc. Enfin voilà, donc tout ça, ça a été. On avait comptabilisé, je crois qu'il y avait 75 pages qui ont été scannées, enfin pour donner un ordre d'idée, 75 pages qui ont été scannées pour être communiquées aux compagnies d'assurance respectives des 2 côtés. Donc ça fait quand même des gros dossiers à monter avec toujours des compléments d'informations à donner, etc. etc. Là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que la compagnie adverse a été quand même plutôt de suite dans la volonté de faciliter les choses. Donc, on sentait qu'ils n'allaient pas être dans une démarche où on cherche la petite bête pour essayer de trouver une culpabilité qui serait autre que la vraie raison. Oui, c'est ça. L'assurance, c'est quand même ça. Voilà. Oui. Donc voilà, ça a été le premier moment. La deuxième étape qui a été administrativement un peu compliquée, ça a été la visite de l'expert. Donc le jour où l'expertise a été nommée, pour aller plus vite, le pilote du BIT-18 a demandé à sa compagnie d'assurance de prendre le même expert que notre compagnie d'assurance, afin de gagner du temps et que les temps d'expertise et les coûts d'expertise soient diminués.
Donc voilà, il y a eu l'expertise. Là, on est tombé, c'est la première fois que j'assistais à ce type de démarche, mais on est tombé sur quelqu'un de très compétent. Là, j'ai été vraiment épaté de voir ses connaissances. Même notre mécanicien trouvait qu'il avait une bonne connaissance de la structure, du DR400, etc. Et je souhaitais que cette expertise se fasse en présence de notre mécanicien, qui a permis donc de confirmer certaines situations, certaines questions, etc. Oui. Donc voilà, ça a été la deuxième étape. À l'issue... On a quand même assez vite compris que ça coûterait plus cher de le réparer. Oui. Qu'à l'assurance, ils préféreraient payer l'épave, parce que pour changer tout un fuselage, tout ça, ça représentait des sommes. Voilà. On se doutait bien qu'ils n'iraient pas vers. Mais ils ont quand même appelé Robin pour savoir faire éventuellement un devis de réparation. Parce que c'est vrai, on se dit on change le fuselage. On change juste l'arrière, quoi. Tout le reste était en bon état, mais on a vite su quand même que ça n'irait pas dans ce sens-là, parce que ça coûterait plus cher de faire les réparations. Il datait de quelle année, cet avion? 1999. Il avait une vingtaine d'années, oui. Okay. C'est un avion que le club avait acheté neuf et qui donc tournait très très bien. Oui. Et pour revenir sur le fuselage, c'est vrai que le problème que l'on a rencontré, c'est que la queue, enfin toute la partie arrière fait partie intégrante du fuselage, et c'est une pièce qui va de la queue jusqu'au tableau de bord. Oui. Et cette pièce est reliée à l'immatriculation de l'avion. En gros, c'est le châssis de base de l'avion. Donc éventuellement retravailler, partir sur un nouveau fuselage, etc., ça veut dire qu'on serait parti sur une réimmatriculation. Enfin, il y avait tout un processus administratif un peu lourd à gérer autour de tout ça. C'est presque aussi fastidieux que reprendre un avion neuf. Ah, tout à fait, oui. Oui, et puis ça aurait été long, quoi. Enfin long, puis en plus plus cher que l'assurance. Elle n'aurait pas payé les réparations. Elle dit votre avion est tant, on vous le rembourse tant. Hein. Si les réparations ça coûte plus cher. C'est comme une voiture. Hein. Oui, l'épave, on n'en parle plus, il est terminé. Voilà. Ok. D'ailleurs, il y avait une question là-dessus de Jurden. Hop, on affiche un question qui nous dit « Est-ce que le fait que l'accident soit avec un avion d'un autre pays complique les choses ou pas trop ?» Non, il y a la barrière de la langue, essentiellement. Ouais. Enfin, moi, ça a été, pour nous, ça a été, mais c'est vrai que je pense que pour les compagnies d'assurance respectives... C'est vrai que c'est la Suisse allemande, donc effectivement... Voilà, c'était un peu compliqué. C'était de l'anglais, mais avec un accent, quand même. C'était pas facile à gérer. La Suisse allemande était à côté de Zurich, hein, c'est plus la Suisse qui parle français. D'accord. Et une question de Oncle Fernand qui dit « Financièrement, ça n'a pas trop embêté le club, les équilibres financiers des aéroclubs sont fragiles ». Alors c'est très mal tombé. C'est très mal tombé parce que cet avion effectuait quasiment 80 heures d'instruction et du coup on s'est retrouvé avec 2 DR400 sur 3 pour pouvoir fonctionner. Deuxième problème, c'est qu'on est donc rendu début juin, enfin vers le 15-20 juin, aller trouver un avion de location à cette période-là, en pleine saison, compliqué. On a failli en avoir un début juillet, qui n'a pas pu nous être livré de suite parce que problème moteur lors d'une révision. Et puis donc, oui, on a pu avoir un avion, mais qu'à partir du mois de septembre. Oui, ça a été un peu compliqué par rapport à ça. Après, il y a eu 2 éléments. Il y a eu d'abord la perte d'activité, qui a été quand même assez considérable pour nous, parce que ça a duré 2 mois avant qu'on ait vraiment une situation stabilisée. Et puis, sur l'aspect financier, le problème qu'on a dans les aéroclubs, et ça, je pense que tous les aéroclubs le reconnaîtront dans ces propos, c'est qu'on a des avions dans lesquels avec lesquels on a vécu, avec lesquels on a fait des travaux, des aménagements, etc. Et ces avions-là, le jour où ils sont évalués, ils sont toujours sous-évalués par rapport à la valeur que nous, on leur donnerait. Oui. Hein. Bon, voilà, ça a été le point. En gros, ils sont considérés comme à l'origine et voilà, on fait un entretien exemplaire. Ils doivent avoir un Argus, en fait. Ils ont un Argus en fonction de l'ancienneté. Tout à fait. Avec le potentiel moteur, etc. Alors là, financièrement, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour le club de faire face immédiatement dans cette démarche.
Donc on a fait le choix d'attendre, d'abord de trouver une solution par le biais de la location qu'on a conduit derrière, ce qui nous a permis d'assurer quand même toutes les heures d'instruction qui étaient en attente et de permettre aux pilotes de l'aéroclub de maintenir leurs compétences à niveau. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, comment ça se passe ensuite, justement, quand on perd un avion comme ça, en dehors de la location? Une fois qu'on finit cette location, on se dit, est-ce que ça vaut le coup, finalement, d'en racheter un? Comment on se positionne? On en reprend un d'occasion? On en reprend un neuf? Comment est-ce qu'on se... On vient juste de rendre l'avion de location, là, voilà, le 1er décembre. Donc c'est vrai que là, c'est la période un peu plus creuse et qu'on se laisse, je pense, le temps de réfléchir un peu. L'idée, c'est quand même de racheter un avion. L'idée, c'est de le remplacer parce que... Oui. C'est l'instructrice qui parle là. Oui, oui, l'idée, c'est quand même on ne peut pas tourner, au regard du nombre d'élèves que nous avons à l'aéroclub, on ne peut pas tourner avec les 2 DR400 120 chevaux que l'on a actuellement. Notre mécanicien passerait son temps à faire des 50 heures, des 100 heures, etc. Donc voilà, et puis on userait un peu trop les machines. Donc il faut vraiment qu'on trouve une solution sur 2023 par rapport à cette situation. On était déjà un peu dans des logiques de réflexion par rapport aux motorisations, parce qu'on est équipé que de moteurs Lycoming, qui sont des technologies des années 60. Et donc l'idée, ça serait de dire on profite de ce changement pour partir sur un nouveau style de motorisation, essayer quelque chose d'autre. Pour voir un petit peu comment ça peut se positionner au niveau du club. Ouais. Donc, vous avez déjà des idées? Ou vous avez parlé ou pas encore? Ou c'est confidentiel? Non, il n'y a rien de confidentiel. Voilà, il y a un débat en interne qui se conduit. On parle beaucoup de moteur Rotax, que l'on apprécie de par sa fiabilité, de par je dirais, l'expérience que l'on a aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se font aussi, d'autres que cela. De l'avion électrique, on n'est pas très fan pour différentes raisons, de par la morphologie de notre terrain, les temps de roulage, etc. Nous pénaliserait trop et donc on ne pourrait pas exploiter correctement cet avion-là. On a un autre problème avec l'avion électrique, c'est que nos avions font, quand ils sont en pleine activité, 8 à 10 heures par jour. Donc leur charge, etc. Donc la problématique de l'avion électrique... On a trop de zones, il faut toujours être en contrôle, demander des autorisations pour pouvoir sortir de la zone, etc. Là, on aurait juste le temps de sortir et de rentrer, quoi. C'est quand même que 50 minutes d'autonomie, hein, donc... C'est pas suffisant. Voilà. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas encore suffisant. Donc là, on est sur ces réflexions-là. Bon, j'ai déjà un petit peu parlé de tout ça à notre trésorier, mais je pense qu'il faudra qu'on envisage 2023 avec une situation stable pour l'année, de par la nécessité. Aussi pour les élèves et les pilotes, parce qu'il est important qu'un pilote qui vient dans un aéroclub puisse avoir un avion sur lequel il puisse compter. C'est vrai que en plus c'est mal tombé parce qu'on a eu des soucis moteurs. On a fait 3 changements moteurs, 2 changements moteurs dans l'année avec des retards. C'est-à-dire qu'il y a un avion, ça fait combien de temps que... On a changé 4 moteurs, sauf celui de l'avion qui a été accidenté. Donc le seul moteur... Clairvoyance. Voilà. Ouais, mais il y Merci, avait Patricia. plus beaucoup de potentiel. Il n'y avait plus beaucoup de potentiel. Oui, il lui restait 300 heures. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de retards sur les... Donc on a encore un 180 chevaux là, qui n'est pas sorti encore de visite. Donc même les pilotes qui volaient dessus se sont un peu rabattus sur les 120 chevaux parce qu'ils voulaient continuer à voler. Hein, donc là, c'est vrai que ça a été difficile. Ça a bien déséquilibré le fonctionnement et les habitudes au niveau du club. La priorité quand même, en accord avec notre responsable pédagogique, la priorité, ça a été quand même à chaque fois de donner la possibilité aux pilotes de maintenir leurs compétences. Ah oui, bien sûr. Il y a l'école, mais il faut bien que les autres volent aussi. Donc, oui, sachant que pour entretenir aussi, voilà, il faut faire un certain nombre d'heures par an. Voilà. Donc effectivement, il faut que tout le monde s'y retrouve. Tout à fait. Ok. Donc voilà, ça a été la première étape. Après, dans la dimension administrative, il y a tout un tas de choses qui nous sont apparues, qu'on ne maîtrisait pas, qui font partie des lois de l'assurance, notamment en aviation, avec déjà le fait qu'un avion qui est accidenté revient automatiquement à son assurance, elle en devient le propriétaire.
Donc on a dû nous racheter l'épave à l'assurance pour pouvoir la garder. Ouais. Et puis en rachetant cette épave, on a été sur place, donc c'est le mécanicien qui a, à l'aide d'une équipe de pilotes du club, qui est allé sur place, désosser l'avion pour le transporter en camion et le ramener sur la base de Courbesac. S'il avait fallu payer un transport, ça aurait, ça aurait coûté cher. Mais alors, y compris des instruments. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur n'est plus propriété du club, même s'il a mis des instruments à bord. L'avion complet, mais voilà. C'est fou ça quand même. Ouais. Sauf si on rachète l'épave. Donc là, il faut, au moment de la transaction, on demande à faire le rachat de l'épave. Nous, on le souhaitait parce qu'on n'avait pas encore tous les éléments, notamment sur la faisabilité de la réparation ou pas. Ouais. Ça a été très long d'avoir des devis de la part de Robin, etc. Ne serait-ce que pour un fuselage, il faut compter 3-4 semaines de délai pour avoir un devis. Ouais. Et donc, on a quand même voulu se préserver en rachetant cette épave immédiatement. Alors après, on s'est rendu compte que, compte tenu des frais de réparation, ça nous aurait coûté excessivement cher de le réparer. Ça aurait pris un temps fou. Donc pour nous, c'était encore une immobilisation supplémentaire. Et du coup, on a préféré revendre l'épave en l'état à un avionniste qui lui, va la restaurer intégralement. Ah oui, d'accord. Ouais. L'objectif étant de récupérer des épaves comme ça, les remettre en état pour pouvoir derrière les équiper avec des moteurs. Sinon, on aurait pu vendre l'aile, vendre les trains, vendre le moteur, vendre l'hélice. Oui, d'accord. On aurait pu aussi le vendre comme ça, et récupérer quand même 3 sous de cette façon. Oui, faire de la pièce détachée quelque part. Et puis, voilà, ça on ne voulait pas trop non plus être dans cette logique-là, parce que le problème d'un avion, qui rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur la certification, le problème d'un avion, c'est que quand vous vendez une pièce, très bien, mais la personne qui a cette pièce, avant de pouvoir l'installer sur son avion, en fonction du type de pièce, etc., elle est obligée de passer par un atelier agréé qui va lui certifier, etc. Alors c'est tout un tas de démarches qui compliquent quand même la commercialisation d'un avion en pièces détachées et qui ne facilitent pas les choses vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'après, le soir même de l'accident, j'ai eu des appels de présidents de clubs. On vous le reprend ton aile, elle m'intéresse. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, c'était plutôt sympa. La démarche était de dire, si tu es vraiment embêté financièrement dans cette problématique, on peut, nous, apporter notre aide sous cette forme-là, parce qu'on cherche une aile d'occasion pour cet hiver, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même, administrativement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un élan de solidarité. Beaucoup d'aéroclubs, de présidents d'aéroclubs ou de membres d'aéroclubs nous ont contactés pour prendre des nouvelles, savoir comment on vivait ça en interne, etc. D'accord. Ça, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt pas mal. On regarde quelques petites réactions. Freefly qui nous dit Patrice est un mécano en or. Voilà. C'est vrai. Bravo pour ce témoignage très intéressant et très limpide. C'est toujours utile pour la communauté aéronautique d'avoir connaissance des accidents du passé, ce qui peut aider à en éviter des futurs. C'est exact? Ah oui, tout à fait. Est-ce que Patricia, aujourd'hui, tu l'utilises pour... Je l'ai dit au pilote, maintenant, quand je vous verrai sur un terrain, je vous laisserai passer devant. D'accord. Et justement, tu utilises aujourd'hui cet accident-là comme exemple, quand tu fais une leçon? Oui, ça peut arriver. Et puis, sur le plan pédagogique, ça a été aussi intéressant avec mes élèves de reparler de ça, de voir comment ça s'est produit. C'est sur le plan... Alors, j'en parle pas trop. Les élèves, quand ils viennent apprendre à piloter, on ne va pas tout de suite leur montrer les photos. Oui. C'est comme si on montrait des photos de crash en voiture. C'est pas l'idée. Et puis surtout qu'on a été tellement impuissants dans l'affaire que si encore j'étais dit, si je m'étais avancé un peu plus, si j'avais fait ceci, je me suis posé la question parce que honnêtement, il faisait très chaud et quand c'est arrivé, l'avion de Béziers avait déjà décollé depuis un moment. Moi, j'ai beaucoup volé à Toussul-Noble et à Toussul-Noble, ça dépotait, ah oui. Quoi. Je veux dire, c'est alignez-vous et attendez, alignez-vous et attendez. Et je venais juste dire à mon élève, tout de suite, ça ferait longtemps qu'on serait aligné et qu'on décollerait.
À 2 secondes près, elle nous aurait dit alignez-vous et attendez. Enfin, même pas attendez, puisqu'il était parti en montée initiale. Ouais. Donc on avait largement le temps. Alors je pense qu'elle était occupée à faire autre chose. Donc voilà. Donc le concours de circonstances, Ouais. des personnes qui ne voient pas, ni devant, Voilà. ni derrière, ni autour. Voilà. Personne ne regarde au bon Voilà. endroit, et finalement, on passe au travers. Voilà. Et je n'allais pas lui redemander, lui rappeler qu'on était au point d'attente prêt. Elle le savait depuis un moment, Oui. qu'on était prêt au point d'attente. Donc on attend un peu avant de rappeler le contrôleur Et question toute bête, au moment où ça s'est produit, qu'est-ce que vous faisiez dans l'avion? C'était, on était dans une checklist? Rien? Non, on était prêt En depuis, train d'attendre? on était prêt depuis un moment. Hein. Ah oui. Moi, j'ai vu l'autre s'aligner et décoller. Donc, on a immédiatement, enfin, c'est mon élève qui a immédiatement annoncé on est prêt au point d'attente. Voilà. Et on attendait. Toutes les checks, tout était prêt. Hein. Là, les volets étaient sortis, la pompe, tout. Il Ah oui, y tout avait était plus prêt qu'à à s'aligner aligner et et décoller. décoller. Voilà. Et vous partiez c'était prévu de partir directement depuis, Oui. D'accord, depuis le point Voilà, alpha. on décollait en 0,9. Pédagogiquement, ce qu'on peut aussi dire, c'est que en interne au club, énormément de pilotes se sont intéressés à la manière avec laquelle l'avion avait réagi à cet accident, à ce choc, hein, sur les déformations, etc. Et ils ont compris quand même que l'EDR 400 n'était pas si mal conçu que ça. Oui. Hein, au Oui, niveau oui. du positionnement du réservoir, il y a une sorte de passage à l'intérieur du réservoir hein, qui permet donc au câble de commande de passer. Donc voilà, tout ça a été vraiment, ça a été pédagogiquement, j'ai trouvé que les pilotes ont eu l'occasion de voir des choses qu'on ne verrait pas dans d'autres aéroclubs. Oui. Malheureusement. Oui, oui, et puis pour nous, c'est mais- pas tous les jours justement qu'on rencontre ce genre de soucis en aéroclub en tout cas. Après, au niveau des pilotes du club, les remontées qu'on a eues, il n'y a pas eu de pilotes Oui. traumatisés, j'arrête de voler. Voilà. J'ai Oui. peur, on n'a pas eu ça. Ça, c'est vrai C'est qu'on tant a beaucoup réagi le jour même, parce que quand on a vu la déferlante sur les réseaux sociaux, des photos qui commençaient à circuler sur Facebook et autres, on s'est dit on craint le pire. Donc du coup, on a de suite communiqué en indiquant les causes déjà et puis la situation assez rapidement. Mais ce qu'on voulait, c'est dédramatiser Oui. de suite et faire comprendre aux pilotes que la situation était gérée. Pour pas que certains s'inquiètent vis-à-vis de Ouais. ces situations-là. Quoi. Et casser les fake news justement qui vont Voilà. extrêmement vite avec les réseaux sociaux, c'est vrai. Hein. Enfin, se c'était dit, pas, il n'y a pas eu quand même de déferlante négative. Moi, je ne suis pas trop les réseaux sociaux, donc j'étais en dehors de tout ça. Mais c'est vrai Non, que on a ça- beaucoup communiqué avec le pilote suisse après. Oui. Il a pris des nouvelles. Voilà, non, mais non, les réseaux sociaux. Donc il y a une cohésion finalement Ouais. Oui. des gens autour de l'accident, c'est bien. Alors du coup, on va pouvoir relancer le débat sur l'utilisation de l'anglais plutôt que le français sur les communications ATC en France. Ouais. Vaste sujet. C'est vrai, en période creuse, je ne sais pas par quel temps vous allez dans le Gard, mais en ce moment, à LFPL, ça vole pas beaucoup. Oui, je pense que c'est un peu partout pareil. Non, mais non, il faisait beau aujourd'hui. Hein. Oui. Alors oui, aujourd'hui, oui, Aujourd'hui. il faisait beau, il faisait froid, mais il faisait beau. Et donc, bienvenue à Le Simulateur qui a gagné un abonnement tout à l'heure. Bienvenue Saver, coucou Marilou, bienvenue. Nico qui nous dit, est-ce qu'il ne faudrait pas installer des rétroviseurs? Il y en a sur certains avions. Les d'ailleurs. remorqueurs. Oui. Pilote remorqueur, on a des rétroviseurs. C'est vrai, oui. Freeflight, il n'y a pas d'R400 Remo en 120 chevaux. Voilà. Écoutez, 20h42 UTC. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va tourner la page foire aux questions remise de gaz, ce qui va laisser le temps à nos amis qui sont sur le chat. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. On lance la foire aux questions et on se laisse une petite dizaine de minutes pour conclure un petit peu sur tout ça, si ça vous va. D'accord. Pas de souci. Eh bien, allons-y, on lance le jingle foire aux questions remise de gaz. Non. Ça dure 10 secondes. Ah bon. Et voilà, on est revenu, ça va vite. Foire aux questions, remise de gaz. Si vous avez des questions à poser à nos invités justement sur cet accident qui s'est passé à Béziers, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat et on va revenir, on va y répondre. Il y a Jordan qui commence déjà de poser
des questions. Donc on a parlé justement pédagogie, on a parlé prise en charge de l'appareil, on a parlé changement de l'appareil. Est-ce qu'à votre connaissance, vous connaissez d'autres clubs chez qui c'est arrivé où il y a un accident du même type qui s'est produit et comment ils l'ont géré? Alors, accident du même type, non. Non. Mais moi, je voulais revenir sur les problèmes de phraséologie en français ou en anglais. C'est vrai que nous, on a la chance de voler beaucoup avec Garon. Il y a quand même Ryanair qui vient et des gens qui font la procédure en anglais. Et comme on va souvent s'entraîner dans la zone de Garon, je leur apprends bien à reconnaître les phraséologies simples d'un pilote qui est prêt à ready to taxi ou qui demande une clairance pour s'aligner et décoller. Parce que ceux qui ne parlent pas du tout l'anglais, c'est vrai que si on va sur un terrain, même à Toussus, je n'avais pas connu ça. À Toussus, tout le monde faisait sa phraséologie en français. Oui. Donc là, alors c'est peut-être pas un truc trop à soulever, puisqu'on s'était dit à un moment qu'il faudrait que tous les pilotes français parlent anglais, que tout le monde parle anglais sur tous les terrains. C'est quand même assez difficile à mettre en place, hein, mais c'est vrai que pour moi, c'est le problème, parce que c'est un excellent pilote et effectivement, il a cru sincèrement qu'il n'y avait qu'un seul avion et qu'il n'y en avait pas deux. Oui. Donc, et c'est vrai que la réglementation, en ce qui concerne la langue, en tout cas... et comme nous, on parlait en français, la contrôleuse parlait en français, un peu avec l'accent du Midi en plus, donc lui, il ne comprenait pas très bien le français. Je ne sais pas si c'est lié à cette problématique-là, mais au sein de l'Aéroclub, on a donc mis en place cette année 2 formations, FCL 55. On a 2 groupes complets qui sont en cours de formation là, et qui devraient donc avoir leur qualification fin janvier et fin février. Mais quand on a lancé ça, de suite, 2 groupes complets ont été formés. On a senti quand même une volonté d'être à l'aise avec cette démarche. Alors, il y en a qui sont vraiment sur c'est des pilotes qui voyagent beaucoup, qui ont la nécessité d'être avec cette qualification. Mais je pense qu'il y en a qui ont voulu peut-être aussi profiter de ce que l'on mettait en place pour pouvoir le faire derrière. Oui, d'accord. Voilà. Donc FCL 055, c'est la qualification pour parler en anglais quand on va à l'étranger. Alors, 2-3 petites questions qui arrivent sur le chat. On va les relayer tout de suite. Allez, on va prendre les 3 qui sont là. Jordan qui nous dit donc combien cette histoire a coûté en temps et en argent au club, si on peut le chiffrer globalement. Alors en temps, il faut compter les nuits blanches ou pas? Oui, on compte tout. On fait un package. Non, en temps, ça a été énorme. En temps, il faut savoir que ça a été quasiment 2 pleins temps sur 2 mois. Ah oui. Voilà, matériellement. Ça veut dire que quand le mécanicien est allé récupérer l'épave sur Montpellier, ça a été 2-3 jours de préparation, 1 semaine quasiment d'organisation, à 5-6 personnes, parce qu'on ne peut pas décroiser les ailes d'un DR400 comme ça, hein, donc ça demande beaucoup de temps. Et puis, administrativement, je pense que oui, il y a aussi autant de temps que cela. Oui. Parce qu'en plus, on avait un courtier d'assurance qui a changé pendant la procédure de régularisation. Donc, on a dû refaire un 2e dossier, etc. Mais si on devait évaluer, moi, je dirais 2 pleins temps sur 2 mois, pratiquement, sur le club. Voilà. Le mécanicien a passé beaucoup de temps, mais il a été aussi bien épaulé par pas mal de gens au sein du club. Ok, oui, donc c'est... Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Jordan. Voilà. Et en argent, donc, le problème pour nous a été... On a été indemnisé à la hauteur de la valeur de l'avion, donc ça a été bien négocié. Je dirais qu'on n'a pas perdu sur l'indemnisation. Par contre, on a perdu énormément sur 2 niveaux. D'abord, c'est sur l'activité qu'on n'a pas pu conduire. Et puis, le fait d'avoir un avion de location, le problème de l'avion de location, c'est que quand vous le louez, vous n'amortissez pas vos frais fixes. Donc, c'est un avion qui rapporte et qui rapporte 0, qui coûte 0 à un aéroclub, quoi. Et puis, je crois savoir que l'avion de location, c'est compliqué, parce qu'en fait, on ne pouvait louer qu'un DR400 120 chevaux.
c'est ça? Oui, au début, le contrat qui était passé avec les compagnies d'assurance nous obligeait à reconduire, à conduire une location. Donc, on n'aurait pas pu louer un Cessna, etc. quoi. Ils étaient assez stricts sur la démarche. C'est la contrainte qui était imposée sur le remplacement. D'accord. Voilà. Sur le cahier des charges, quoi, quelque part. Oui. Ouais. D'accord. Autre petite question de JL Visage. Quels sont les moyens de communication internes que vous avez utilisés le jour de l'accident pour toucher vos pilotes rapidement? Alors nous on est sur le site, on fonctionne avec OpenFlyer 4, d'accord. Donc on communique beaucoup avec les pilotes directement par mail là-dessus, donc du coup c'est ce que l'on a fait. Moi j'ai prévenu de suite le conseil d'administration téléphoniquement, par biais de SMS, parce qu'on a comme des WhatsApp, etc. On a des réseaux internes de communication rapide. Et puis donc on a communiqué avec tous les pilotes dans l'après-midi pratiquement, avec un mail explicatif. Voilà. Donc OpenFlyer qui permet aussi de réserver les avions. Voilà, tout à fait. C'est un bel outil. Ouais. Ok. Et puis, question de PilotJF. Je pense que, ou question plutôt, intervention, je pense que l'anglais obligatoire sur certains terrains serait une bonne solution pour maintenir l'ensemble des intervenants dans la boucle, car un anglo-saxon qui entend parler français ne comprendra pas et ne s'intéressera pas non plus. Oui, je ne sais pas s'il ne s'intéressera pas, mais je pense qu'effectivement, quelqu'un qui ne parle pas du tout français... voilà. Alors, il faut savoir que sur les cartes d'approche, on a la spécification, si on peut utiliser l'anglais ou le français, et que théoriquement, quelqu'un qui ne parle pas français ne peut pas aller non plus sur tous les terrains. Je pense qu'il faut le dire. Mais on le voit ne serait-ce qu'à Courbessac, on a pas mal de pilotes étrangers qui se posent et qui sont parfois un peu handicapés par le fait de ne pas pratiquer la langue française. Parce qu'ils sont sur un circuit qui est très fréquenté et dans lequel il n'y a que de la communication en français qui se fait. Donc ils sont un peu parfois... Ils ne peuvent pas faire en anglais. Hein. Et d'ailleurs, les Anglais ont aussi un FCL pour leur permettre de venir faire de la radio en français. Voilà, donc tout en fait est très, très structuré, très organisé. Quelle contre-réaction? Donc phraseo affirmative, trop proche de négative, donc on dit affirme, c'est plus clair. En France, on parle français, c'est normal. Les anglophones échangent avec le contrôle aérien, c'est donc le contrôle ATC qui doit gérer les trajectoires. Évidemment, c'est valable sur les terrains contrôlés, pas les terrains non contrôlés. Ok. Écoutez, les amis, 20h50 UTC, on arrive en fin d'émission. Je vous propose chacun de nous faire une petite conclusion. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut comme conclusion? Est-ce que, si les choses se reproduisaient, est-ce que vous auriez, respectivement, agi de la même manière? Moi, oui. Peut-être être plus méfiante quand j'ai un Beech 18 derrière moi. Mais... Vous l'aviez vu d'ailleurs, l'avion, depuis votre avion, au moment où vous avez commencé de rouler, ou alors il était au parking. Il l'a vitaillé. En plus, il est un habitué des Béziers. Ah oui. Mais en termes de conclusion, moi je dirais, parce que j'ai plutôt tendance à être très positif et plutôt optimiste, je dirais que nous, ça nous a permis d'avoir un super bêtisier 2022, parce que sinon on aurait eu moins de... Bon, ça c'est l'aspect un peu négatif. L'aspect positif, donc pour ce côté-là. Et puis, pour conclure sur tous les rapports qu'on a eus avec la compagnie d'assurance, le pilote, etc., il faut savoir que le conseil d'administration de l'Aéroclub a décidé de nommer membre d'honneur le pilote du Beech 18 pour son fair play, sa classe, l'accompagnement qu'il a eu dans cette démarche. Sympathique. Voilà. Donc il a donné quand même 3 sous aux 2 élèves. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça c'est un beau geste. Indépendamment des indemnisations d'assurance, etc. Moi j'ai une conclusion. J'aurais aimé que ça ne soit pas passé. Oui, voilà. On n'aurait pas eu le privilège de rencontrer ce monsieur si galant, courtois et sympathique. Il avait 3 bosses sur son avion et il est reparti le soir même en Suisse. Oui, lui, après, j'ai appris qu'il avait dû quand même changer son hélice. Oui, d'accord. Il est reparti le soir même en Suisse. D'accord, ok. Ça marche. Voilà, c'est la conclusion. Un verre d'eau pour Patricia, oui d'ailleurs elle est là-bas. Non, ça y est, c'est bon. C'est bon, ok, ça marche. C'est bon, j'allais dire une bêtise.
En cas de Mayday, c'est avec seul anglais, les transmissions qui passent en anglais, oui, effectivement. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va pouvoir clôturer l'émission de ce soir. Déjà, merci à tous les deux d'être venus nous voir, d'avoir débriefé un petit peu ce qui s'est passé avec nous. Toujours intéressant, justement, d'avoir les vraies personnes en face et d'entendre vraiment ce qui s'est passé. On est là pour raconter ce qui s'est passé, Voilà. c'est bien. Ben oui, oui. Si vous voulez en savoir plus, je pense que les toujours portes du club partager sont ouvertes. Tout à fait. Oui, et Nico? Oui, non, je disais, il faut toujours partager, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit de notre faute ou de la faute de quelqu'un d'autre, c'est toujours bon à partager dans l'aviation. Et effectivement, le pilote suisse, c'est un bon exemple d'honnêteté intellectuelle où, effectivement, c'est lui le fautif, il a reconnu et ça peut aller que dans l'amélioration des choses. C'est clair. Voilà, une belle On a conclusion. eu de la chance dans notre malheur. Voilà, on peut dire ça. Si vous Faut voulez en surtout rien savoir... cacher, en fait. Oui, vas-y Nico. Je disais, oui, il faut surtout rien cacher en aviation, hein, en club ou dans les écoles ou quoi que ce soit. Hein. Souvent, il y a des atterrissages durs et puis les gens, ils rentrent comme ça ou en gare, mais ils n'ont pas dit qu'ils ont fait un atterrissage dur. Il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Et voilà. Oui, on est dans un pays où on peut la engendrer culture est non ensuite pénitive. des incidents. C'est ça. Voilà. Très bien. S'il se passe quelque chose, faut absolument dire les choses. Voilà, surtout qu'en plus, c'est les copains qui partent derrière avec l'avion. Oui. Ils ont plutôt intérêt de le savoir, c'est vrai. Hein. Si vous désirez savoir comment est-ce que les choses se sont déroulées un peu plus en détail, je vous montre, hein, vous avez le rapport du BEA qui est ici. Vous tapez tout simplement l'immatriculation et BEA sur Internet et puis vous trouverez le descriptif de ce qu'on s'est dit ce soir, hein, ni plus ni moins, de manière textuelle, on va dire. Hein. Voilà, merci à toutes et tous. Le temps pour moi de vous rappeler 2-3 petites choses quand même, avant qu'on rende l'antenne, c'est déjà reparler du programme à venir dans la zone aéro. La semaine prochaine, on a un inconnu. Peut-être, à confirmer, un pilote de l'aviation légère de l'armée de terre. Mais on attend d'avoir non, je dis une bêtise, ça c'est le 18. Non, j'inverse. On va retrouver également Skyflyer qui était tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, pour parler d'IVAO. Alors IVAO, qu'est-ce que c'est? C'est du contrôle virtuel en simulation pour rendre en fait le réalisme encore plus possible. Il y a des contrôleurs virtuels, il y a des pilotes virtuels, on parlera de tout ça avec Sky. Voilà. Et Free Flight qui nous dit c'est le 11 c'est Sky, donc c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine, simulation IVAO avec Skyflyer qui viendra nous parler un petit peu de tout ça. Ensuite le 18, peut-être pilote de la LAT, j'attends d'avoir confirmation. Et le 25, on aura un journaliste aéronautique en la personne de Gilles Roy, fondateur du site Aérobuzz, qui viendra nous voir ici dans les studios. On parlera un petit peu de son approche du journalisme aéro, de l'avenir. Et puis de son émission aussi Jump Seat qui se passe également sur Twitch. Ensuite on arrivera début février avec encore un programme bien rempli et on vous en reparlera à ce moment-là. Voilà. Encore une fois, si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire de deux manières, en restant pendant les pubs ou bien en prenant un abonnement comme les personnes qui ont pris un abonnement ce soir. Je pense à Fapom par exemple qui a offert un abonnement ou à Pilot JF qui a pris un abonnement avec Prime. Amazon Prime, évidemment. Si vous avez un Amazon Prime, je vous mets le lien. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Ça ne vous coûte rien. Vous suivez les liens qui s'affichent sur le chat. Vous cliquez la petite case. Et pendant 30 jours, vous êtes abonné gratuitement avec votre compte Prime, si c'est pas bon. Voilà. Et comme ça, vous n'avez pas de pub et tout est nickel. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous propose de rester avec nous pendant le générique, le temps qu'on voit chez qui on peut aller. S'il y a des gens qui sont en train de streamer, on va basculer chez eux. Et puis, donc restez avec nous pendant le générique. Passez une bonne semaine. Merci encore une fois à vous d'être passé. Merci à toi pour ton accueil et pour ce moment passé. Voilà. On vous retrouve à l'Aéroclub du Gard. Voilà, évidemment. n'hésitez pas. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Nico. Merci. De rien, merci à vous et puis bonne soirée, à la prochaine fois. Voilà, restez avec nous plaisir. le temps du générique, le temps qu'on fasse le petit raid, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et tous. Bonsoir. Bye bye.